Chaque année, 24 millions de petites filles subissent des mutilations génitales. Si la tendance mondiale est à la baisse, en Afrique, malgré les campagnes de sensibilisation pour parvenir à l'interdiction complète, cette pratique demeure un enjeu majeur de santé publique. En direct de Conakry, Maurice Anda Kouyaté, bonjour. Bonjour Denise. Cela fait 37 ans que vous consacrez votre carrière à lutter contre les violences faites aux femmes et en particulier les mutilations génitales. Ces années d'engagement vous ont valu plusieurs distinctions et récemment le prix Nelson Mandela, décerné par les Nations Unies. C'est une belle récompense pour le travail accompli, mais pour autant, faut-il baisser la garde face à ce drame? Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau et vous avez parfaitement raison. Le prix Nelson Mandela des Nations Unies est un très grand prix, un prix prestigieux et je remercie les Nations Unies de me l'avoir attribué. Mais cela ne veut pas indiquer la fin du combat de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Je considère ce prix comme étant du carburant à apporter au véhicule qui doit nous mener vers l'élimination totale des mutilations génitales féminines. C'est vrai, vous avez raison, ça semble lent, les progrès semblent lents, mais pour ceux qui sont à l'extérieur du combat, eux, ils trouveraient que ça ne bouge pas. Mais quand vous faites une rétrospective d'il y a 37 ans derrière, on voit qu'il y a un très grand progrès. Et je pourrais résumer ce grand progrès par le fait qu'il y a un cri de cœur mondial contre cette pratique et une volonté collective mondiale à les éliminer. Que pensez-vous des pays comme l'Égypte qui pratiquent l'excision en milieu hospitalier? Certes, c'est vrai, on évite les infections, mais pour les victimes, le résultat est quasiment le même. Absolument. Les mutilations génitales féminines, peut-être encore une fois, il faudrait le rappeler, c'est une violation de l'intégrité physique et psychologique de la jeune fille et de la femme. Donc, toute procédure, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quel que soit l'environnement, lorsqu'il s'agit de toucher aux organes génitaux de la femme, il y a mutilation génitale féminine. Donc, il ne s'agit pas, rien ne s'est d'édulcorer en disant on fait un peu, on ne coupe pas beaucoup, on prend soin, on fait ça à l'hôpital, ça donne le même résultat. Donc, et sans compter qu'au-delà de l'agression physique et psychologique, il y a une violation flagrante des droits de la fille et de la femme. Donc, médicalisation, c'est un mot qui ne devrait même pas exister, étant donné que les médecins, les sages-femmes, le personnel de santé en général, devrait être celui qui s'oppose aux mutilations génitales féminines. Mais comment, au-delà des plaidoyers, faire comprendre aux États que c'est un véritable enjeu de santé publique qui va bien au-delà de la volonté de vouloir préserver la vertu des victimes? Vous savez, quand je rencontre les dirigeants du monde, les leaders politiques, je leur donne une image tout à fait simple. Je leur dis dans vos bilans, vous êtes très enclin à pointer dans vos programmes de développement les routes, l'électricité, l'eau, tout cela, tous ces biens matériels, physiques. Mais je dis, tout ceci, les routes, c'est fait pour les êtres humains. L'électricité, c'est fait pour l'être humain. Et je leur dis, une fille qui est mutilée, qui a les conséquences néfastes, qui a une fistule vésico-vaginale, qui perd les urines, qui perd les selles involontairement, qui est bloquée dans une chambre noire, abandonnée par la société, elle n'a pas besoin de route, elle n'a pas besoin d'électricité, elle est déjà dans le noir. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit, elle a besoin de sa santé, de son intégrité, elle a besoin de marcher, de jouir de la vie comme tout autre. Donc, les mutilations génitales féminines devraient être au top niveau
dans les programmes de développement. Très récemment, jusqu'à une période plutôt récente, on voyait plusieurs premières dames engagées dans la lutte contre les mutilations génitales. Comment expliquez-vous qu'on les entende moins aujourd'hui? Vous avez raison, les premières dames se sont engagées contre les mutilations génitales féminines. Et comme vous le savez, Mme Chantal Compaoré, l'ancienne première dame du Burkina Faso, a joué un très grand rôle dans ce domaine-là. Elle a été partout avec le comité interafricain. Et celle qui l'a remplacée aussi, Mme Kaboré, a suivi le même chemin. Et nous avons plusieurs autres premières dames avant. Je pense encore à Mme Obasanjo, qui a même déclaré, paix à son âme, qui a déclaré la journée internationale tolérance zéro proposée par le comité interafricain. Donc, elles étaient vraiment impliquées. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a eu d'autres priorités. Quand il y a eu le sida, quand elles ont créé une association sur le sida et tout. Et comme le leadership avait été perdu un peu, alors elles se sont occupées à autre chose. Mais ces premières dames ont leur place dans la lutte. Et nous tentons de revigorer cela. En Guinée, un pays que vous connaissez bien, docteur Maurice Sanda Kouyaté, puisque vous y avez exercé, le taux des petites filles excisées est passé de 99% à 96%, donc il y a une baisse. Hein. Dans la nouvelle constitution, cette pratique est interdite, mais face aux pesanteurs culturelles et traditionnelles, la force de la loi va-t-elle finir par prévaloir? Nous avons des communautés chrétiennes qui font les mutilations, les états féminines, nous avons des communautés musulmanes qui font les mutilations. Donc la base religieuse ne tient pas. Mais il manquait l'application stricte de la loi contre les mutilations génitales féminines. Tant que les promeneurs, les gens qui passent sur la route, qui vaquent à leurs besoins, peuvent tolérer des piles indiennes de filles excisées dans la rue, tant que cela se fera, nous n'irons pas loin. Donc, ce que nous faisons, c'est de pousser à une prise de conscience globale, totale, de la population et des autorités pour que tout le monde soit allergique à ce phénomène et que la loi soit appliquée. Quand on parle de loi, les gens nous disent oui, pourquoi voulez-vous punir la vieille femme qui aime sa petite fille? Elle ne voulait pas, c'est pas pour faire du mal, elle veut lui faire du bien. Non, d'accord, elle ne veut pas lui faire du mal, mais entre-temps, elle sait ce qu'elle fait. Parce qu'elle-même, elle est passée par là, elle sait cela. Et en plus de ça, la vieille femme, la grand-mère, la mère, le père, l'oncle, la tante ne sont pas des propriétaires privés des filles. Les filles sont des êtres humains comme eux. Et pour les protéger face à leurs propres parents, à leurs grands-parents, pour les protéger, il faut la loi. Seule la loi peut le faire. Et donc, si nous franchissons ce cap-là pour l'application stricte de la loi, c'est interdit en France. Tout le monde le sait. Il y a eu le procès Grégoire. Depuis, ceux qui immigrent pour aller en France savent très bien que ce n'est pas là-bas qu'il faut faire la mutilation. Mais la France n'a pas fait autre chose. La France a condamné une exciseuse, ça fait fracas et tout le monde s'est méfié. Nous devrions faire la même chose dans nos pays. Mise au point il y a 19 ans par l'urologue français Pierre Foldès, la chirurgie plastique permet de réparer les jeunes femmes excisées. Alors les intéressés s'en félicitent parce qu'elles retrouvent leur féminité. Mais vous, le médecin que vous êtes, vous émettez des réserves. Pour quelles raisons? Permettez-moi de saluer d'abord le docteur Foldès, qui est un ami, qui a beaucoup de travail avec moi dans la sensibilisation. C'est un praticien très engagé et il a fait une belle découverte. Et sa découverte, sa méthode est basée sur le fait que quand il y a mutilation génitale féminine, on ne prive pas la femme de l'ensemble de son organe et qu'il y a toujours la possibilité de ramener une petite partie qui serait enfouie quelque part.
Et donc, c'est ce moyen qui le ramène, c'est sa méthode, qui ramène et qui redonne du plaisir. Mais ce n'est pas qu'un problème de plaisir. Il ne s'agit pas de retrouver le plaisir. C'est bien déjà d'avoir le plaisir. Mais le plaisir doit aller concomitamment avec la qualité de la santé de la reproduction. C'est là où l'humanité se reproduit. L'humanité se reproduit plus longtemps dans la femme que dans l'homme. Donc, ce n'est pas seulement le plaisir. Ça, c'est la première réserve. Ma deuxième réserve, c'est que, après avoir passé près de 40 ans à lutter contre les mutilations génitales féminines, je ne suis pas très gai quand j'entends qu'on peut, comme on dit souvent, on peut réparer les femmes. C'est un mot qui me choque beaucoup. Mais on ne répare pas une femme. Ce ne sont pas des vieilles voitures à réparer, ce ne sont pas des voitures en panne. Non. On cherche à reconstruire biologiquement les femmes. La reconstruction, je suis d'accord, mais la réparation, non. Mais quand on fait cette reconstruction et qu'on chante ça sur les toits, ceux qui sont mordicus pour les mutilations génitales disent, voilà, on fait une négociation, on a trouvé un compromis, nous coupons ce que nous avons à couper, vous reconstituez, ni vu ni connu, tout le monde a sa part, tout le monde est satisfait et puis c'est terminé. C'est ça que je ne veux pas entendre. Donc, moi, je n'aime pas du tout qu'on parle trop de la reconstruction, parce que c'est bien, c'est joli, il y a des témoignages, il y a tout. C'est vrai, mais la vieille exigeuse qui est là-bas, dans le village, elle va dire très bien, je coupe et puis vous reconstruisez. Ce n'est pas bien. Docteur Maurice Anda Kouyaté, merci. C'est moi qui vous remercie.